Alors aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui porte sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques des systèmes alimentaires durables. Donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, l'alimentation durable est c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup, et la relocalisation de l'alimentation est devenue un sujet majeur, à la fois pour les citoyens, pour les acteurs des territoires, pour les politiques. Il y a beaucoup d'initiatives de projets alimentaires territoriaux, de fermes urbaines qui se créent ici et là. Puis même la grande et moyenne distribution, elle s'organise beaucoup aussi pour proposer des produits locaux et s'engager dans des démarches durables. Donc, nous allons voir avec Yves dans la première partie de son intervention. Il va rappeler ce qu'on appelle, il va rappeler la définition de ce qu'on appelle un système d'alimentation durable, de ce qu'on appelle autonomie, autosuffisance alimentaire. Dans la deuxième partie, donc comme je vous ai dit, la première partie, on fera un petit stop, on y répondra à vos questions techniques. Dans la deuxième partie, Yves abordera les différents modèles en termes de durabilité et il en présentera une analyse critique. On verra d'ailleurs combien le local et le durable sont vraiment deux notions distinctes et qu'il surprendra peut-être certains parmi vous lorsqu'il s'interrogera sur le lien entre la durabilité de notre alimentation par rapport à son enjeu environnemental et le poids du local dans cette durabilité, parce que local ou proximité ne signifie pas systématiquement et loin de là qualité. Donc, dans une des études qu'on a menées pour le projet Aroma, qui a été mené par Ecota et que vous pouvez trouver sur le site, on voit bien qu'une tomate locale qui est produite sous serre produit 3 fois plus de carbone qu'une tomate fraîche de saison et qui arrive d'Espagne. Voilà. Donc, de même, dans cette étude, Yves en parlera sur l'étude d'Ecota où il y a tout un travail sur le bilan carbone d'un steak haché. Vous verrez que les critères de durabilité peuvent être très variables et ils peuvent être interrogés. Par exemple, moi, quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai été très surprise de constater que le transport des animaux dans des conditions souvent assez désastreuses pour les animaux, finalement, produisent un bilan carbone assez faible au regard du processus de production. Donc, voilà, après, on peut se demander si, même si ce bilan carbone du transport des animaux est assez faible, on peut se demander si, quand même, il n'y aurait pas intérêt à quand même améliorer la condition désastreuse des animaux pendant leur temps de transport. Enfin, voilà. Bon, Yves, en fait, évoquera tous ces critères, tous ces différents critères en termes de durabilité. Dans la troisième partie, il abordera, et je vous l'ai dit, donc après la deuxième partie, il y aura un petit stop, on prendra vos questions, et dans la troisième partie, il évoquera comment la grande et moyenne distribution se positionne et s'organise elle aussi dans des démarches de durabilité, que ce soit via des labels, via une meilleure rémunération des producteurs, etc. Muriel Moinard nous apportera un témoignage très intéressant sur sa pratique professionnelle d'exploitante agricole et sur ses activités de l'association de Saveurs Paysannes. Et notamment, elle évoquera la diversité des circuits et des réseaux de distribution utilisés par les producteurs et ce que ça implique pour les producteurs de travailler selon tel ou tel réseau, les avantages et les contraintes, que ce soit en termes de rémunération, de reconnaissance, de débouchés, de mutualisation diverses, que ce soit commercial, investissement. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, Yves, tu peux commencer. Donc, nous avons un temps de 40 minutes avec toi, avec des pauses pour les questions. Bonjour à tous. Je pense que vous devez bien m'entendre et que la présentation est sur votre écran. Donc, je me présente, je suis Yves Leroux, donc je suis prof à l'ENSAIA en charge de former nos futurs ingénieurs agro sur les questions des filières et leur durabilité. Et je me propose cet après-midi de faire un point avec vous sur la
les impacts environnementaux, sociaux et économiques des systèmes alimentaires durables. Donc, bien évidemment, avant de commencer, il va falloir qu'on définisse ce que c'est qu'un système alimentaire. Il va falloir qu'on se pose la question de l'organisation, des acteurs, de leurs interactions. Comment sont pris en compte les piliers du développement durable, hein, parce qu'on est bien dans ces logiques-là, par ces acteurs, et surtout, quels sont les moyens que les acheteurs, et j'entends par acheteurs les consommateurs, les acheteurs publics, enfin toute personne ou toute structure qui réalise des achats alimentaires, comment ces acheteurs vont pouvoir évaluer la qualité au sens large des produits. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que la structuration de la filière est telle que, eh bien, dans certains cas, c'est le producteur lui-même qui sert d'intermédiaire et qui va réaliser ce qu'on appelle l'intermédiation entre donc, le producteur et l'acheteur, mais dans la plupart du temps, eh bien, le producteur, entre le producteur et le consommateur, il va y avoir un nombre plus ou moins important d'intermédiaires. Et donc, comment cette intermédiation va être réalisée? Alors, pour cela, eh bien, déjà, un premier graphe qui est un peu complexe, mais c'est normal, c'est fait pour ça. C'est pour identifier en fait la complexité des différents circuits et filières alimentaires. Parce que j'aime à penser que si beaucoup d'entre vous aujourd'hui réfléchissez sur ce qu'on appelle les circuits courts, et je ne parlerai pas beaucoup de circuits courts lors de ma présentation parce que je laisserai la main bien évidemment à Muriel Moinard vous témoigner de ce que sont les circuits courts pour un producteur, moi je vais aborder la question de manière un peu plus globale. Nos systèmes alimentaires aujourd'hui, ils sont complexes, il y a de multiples acteurs, on parle de circuits hybrides, de circuits mosaïques, hein, il y a des filières très longues, il y a des filières qui sont mêlées entre elles, et surtout, on voit apparaître au sein de ces filières un certain nombre d'acteurs qui vont directement influencer le système. Ce sont donc les acteurs qui se trouvent en bas de ce graphique, hein, où vous allez avoir apparaître bien évidemment les territoires qui cherchent eux aussi à aller vers des systèmes alimentaires, et on verra tout à l'heure, de durables. Les institutions, bien évidemment, de par les politiques qui vont être mises en place. Et on a une politique actuellement majeure et qui influence directement nos systèmes alimentaires, même si c'est assez éloigné, c'est la politique agricole commune. Hein, on pourra en reparler. On voit aussi les questions de formation, d'éducation, de recherche, de nouvelles questions relatives à la santé émergent dans le débat. Et de plus en plus, les associations, les médias, les réseaux sociaux se sont emparés de cette question. Et donc, nous sommes passés progressivement d'un modèle de consommation alimentaire poussé par la production, ce qu'on appelait un flux poussé, où de fait, c'est l'offre qui va conditionner la demande, vers un modèle porté par la consommation, donc un flux tiré, où la prise en compte des attentes sociétales est de plus en plus forte. Et donc, comment aujourd'hui s'organise et où trouve-t-on ces produits alimentaires? Parce qu'une fois qu'on a réussi à comprendre comment ces filières étaient organisées entre elles, eh bien, on va maintenant regarder où se trouve la disponibilité de ces circuits alimentaires. Et là, eh bien, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant parce qu'en fait, aujourd'hui, pratiquement 3/4 de notre alimentation passe par ce qu'on appelle les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Alors ça, ce sont des chiffres de 2017, hein, mais ils sont toujours valides, même si on s'apercevra que du côté online, avec la crise Covid, cela a augmenté. Donc on a aujourd'hui 45% de notre consommation qui passe par les hypermarchés, 28% dans les supermarchés et la proximité, d'accord. Et puis le hard discount qui pour moi fait toujours partie de ces GMS, et donc le 13% en orange regroupe les commerces traditionnels, boucherie, poissonnerie, mais regroupe aussi tout ce qu'on va trouver dans les grandes surfaces frais, je ne citerai pas de marques que vous connaissez, hein, les marchés, les foires, les magasins bio spécialisés, mais aussi ce qu'on va mettre dans la vente directe, les magasins de producteurs, etc. etc. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de circuits d'approvisionnement, il faut aussi être capable de s'intéresser à des circuits
type GMS. Un deuxième circuit qui nous paraît très important aujourd'hui, c'est la restauration hors foyer. Donc cette restauration hors foyer, elle va trouver deux grands axes, hein, la restauration dite collective, hein, qui correspond de fait à la restauration collective, hein, qu'elle soit gérée ou concédée ou pas concédée, hein. Et on va aussi avoir la restauration commerciale. Alors cette restauration commerciale correspond principalement aux restaurants et depuis effectivement 1 an, cette activité est à l'arrêt. Donc on voit bien aujourd'hui, et il faut bien retenir ça, qu'actuellement, plus de 90% de nos achats alimentaires se réalisent en GMS, en hard discount. Alors même si ils n'aiment pas qu'on les appelle les hard discounters, hein, je ne vais pas citer de marque ni de chaîne de distribution, ils essayent de réorienter leur logique d'approvisionnement et la restauration hors foyer. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que quand on parle d'un système alimentaire, on n'a pas d'autre choix que de tenir compte de ces acteurs. Sinon, eh bien, on ne s'intéresserait qu'à une sous-partie du système alimentaire. Et quand je dis une sous-partie, aujourd'hui, si je regarde un petit peu globalement ce que sont les circuits courts, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, ça n'est que quelques pourcents de la consommation. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, on voit bien qu'on a un système à périmètre variable. Donc là aussi, tout à l'heure, Corinne Tixier vous a parlé de relocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire de relocaliser? Quel est le périmètre? Est-ce que c'est un périmètre politique? Est-ce que c'est un périmètre qui correspond à la réalité de production? Ces questions sont vraiment à interroger. Un sourcing multipoint, voilà un mot un peu compliqué pour dire que les matières premières peuvent venir à peu près de n'importe où. Et après, les produits sont recombinés dans les filières industrielles. Et donc là, on a une perte de traçabilité pour beaucoup de produits qui sont transformés, voire ultra transformés. Donc on voit bien aussi que la notion de transformation et de niveau de transformation du produit va être aussi très importante pour comprendre un petit peu ce qu'est la durabilité. Et puis, bien évidemment, et ça, on pourra en reparler, des jeux d'acteurs, très importants. Alors, quand je parle de jeux d'acteurs, c'est des intérêts porté par chacun. Chacun a un intérêt à faire ce qu'il fait, mais parfois un intérêt contradictoire avec les autres. Et je l'ai déjà signalé tout à l'heure, depuis des années, des politiques publiques européennes, on peut citer la PAC, des politiques publiques nationales, on peut citer par exemple le Plan national nutrition santé, on peut citer tout un tas de politiques nationales, et puis des politiques locales, où on va entendre parler de PAT, ou autres politiques locales qui agissent aussi sur ce système alimentaire. Donc, il nous semble important que pour comprendre la différence, la logique de tous ces acteurs, eh bien, on n'a pas le droit d'échapper au GMS, donc grande et moyenne surface, et RHF, désolé des acronymes, restauration hors foyer, dans laquelle vous avez la restauration hors domicile, qui donc en fait correspond à la restauration publique scolaire, si on veut résumer, mais vous trouverez aussi les maisons de santé, les prisons, etc., et la restauration collective. Donc pourquoi elle nous intéresse aussi, cette filière? C'est qu'en fait, je le dis tout à l'heure, ces secteurs représentent, alors là c'est écrit 80, mais c'est plutôt 90% de la consommation alimentaire, et surtout, sur ces systèmes, il n'y a pas d'intermédiation directe. Or, dans le cadre d'Aroma, nous nous intéressons aussi à la façon dont les acheteurs peuvent comprendre ce qu'il y a dans le produit. Quelles sont en fait les valeurs matérielles et immatérielles portées par le produit alimentaire? Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir des outils de communication indirecte au travers de différents sigles, logos, labels dont nous parlons tout à l'heure. Et en plus, depuis un certain temps, un certain nombre de ces réseaux, grandes et moyennes surfaces, restauration hors foyer, se sont emparés des valeurs qui étaient plutôt étiquetées circuit court. Partage de la valeur ajoutée, produits de qualité, de proximité. Donc, en tout cas pour nous, il n'était pas admissible de ne pas s'intéresser à ces circuits de distribution. Alors, quelques éléments à mettre dans la compréhension. C'est l'évolution de ce qu'on appelle les coefficients budgétaires. Alors, vous remarquerez systématiquement que les sources sont indiquées. Vous pouvez retrouver l'ensemble des documents et on pourra mettre à vos dispositions même les sources initiales de données si vous voulez les retravailler.
Alors, ce qu'on appelle les coefficients budgétaires, en fait, c'est la part de revenus que les consommateurs vont mettre dans un secteur de consommation. Eh bien, aujourd'hui, si vous étudiez l'alimentation, depuis 1960, et 1960 a été choisi à dessein, parce que 1960, c'est le début de la mise, alors c'est 62, hein, mais c'est le début de la mise en œuvre de la politique agricole commune. Et on verra que ça pourra, on pourra, si vous avez des questions, je pourrais aller un peu plus loin sur cette approche. Et aujourd'hui, la part de revenus est passée de 27% à 13%. Alors j'indique que cette part est plus significative avec l'alcool, hein, mais globalement, on parle des produits alimentaires. Et donc, passer de 27 à 13%, ça veut dire qu'il y a aussi un arbitrage qui est réalisé par le consommateur. Deuxième élément, 27%, 13% cache aussi une variabilité extrêmement forte dans les comportements. Donc, en fait, là aussi, il faut être vigilant. Une moyenne ne veut pas dire grand-chose. Vous avez aussi une très forte inégalité au sein de ces pourcentages. Il n'en reste pas moins que nous avons divisé par 2 notre part de revenus dédiée à l'alimentation. Et en parallèle, eh bien, le logement est passé exactement de 13% à 27%. Alors, j'ai toujours, je présente toujours cette courbe parce qu'elle me paraît importante, hein, parce que le logement fait partie aussi des dépenses incompressibles. Et donc, on a une spécificité française. Hein. Dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, avoir des dépenses incompressibles qui sont vraiment très fortes. Alors, ce système alimentaire qui est déployé depuis maintenant 50 ans, en gros 60 ans, hein, post-Deuxième Guerre mondiale, on va dire, hein, à partir du moment où la PAC a été lancée, hein, la première PAC 1962. Eh bien, ce système alimentaire aujourd'hui, eh bien, il a induit un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, il y a des travaux scientifiques qui indiquent, et c'est Monsieur Rastoin, qui était venu à Nancy l'année dernière. Alors, cette définition est un peu longue, mais je n'ai pas souhaité enlever un seul mot parce que c'était une définition qui, à elle toute seule, résume toute notre problématique. Et je vais prendre le temps de la lire. Les systèmes alimentaires sont nombreux et hétérogènes dans le monde. Donc, on voit bien que dans les travaux de Rastoin, hein, qui est un sociologue de l'alimentation, hein, ces systèmes, à l'origine, ils étaient nombreux et on avait des tas de différents modèles. On observe cependant, depuis quelques décennies, le développement hégémonique. Donc, pour ceux qui comprennent ce que veut dire hégémonique, on voit bien là déjà une prise de position de M. Rastoin sur un système agro-industriel de production et de consommation de masse, spécialisé, concentré, globalisé, financiarisé, structuré par de très grandes firmes industrielles et commerciales. On voit dans cette première partie de définition exactement ce qu'il veut nous dire. Et derrière, attention, il dit quand même que ce modèle, et c'est vrai, a contribué efficacement à la réduction du coût des aliments. Nous l'avons vu. Nous avons réussi, dans ce système, à passer de 27% à 13%, ainsi qu'à leur accessibilité, et à l'amélioration de leur qualité hygiénique. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la qualité de l'alimentation, en tant que telle, s'est beaucoup améliorée. Alors attention, après, il y a la qualité nutritionnelle des aliments. C'est encore une autre question, et ça relève plutôt du repas que de la qualité des aliments eux-mêmes. Et il parle d'accessibilité. Donc, on voit bien que ce système a été très efficace. Par contre, il génère un certain nombre d'externalités négatives. Alors là, je ne vais pas faire mon économiste, mais je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une externalité. C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte par le marché. La pollution générée par une activité, eh bien, aujourd'hui, elle n'est pas mise dans le prix final du produit. Elle est prise en compte par le contribuable ou elle n'est pas prise en compte. Donc, cette externalité négative, c'est un élément important dans la compréhension qu'on a sur les vrais prix. Et donc, aujourd'hui, M. Rastoin nous dit qu'il faut aller vers un système alimentaire plus durable. Alors, pourquoi ? Parce que là, tout le monde on en a entendu parler. Hein. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les fameuses 9 limites planétaires. Alors, je vais aller vite hein, parce qu'on peut passer très longtemps sur cette sur ce graphique. Hein. Et donc, sur ces 9 limites planétaires, il y en a 6 au moins qui concernent l'agriculture et l'agroalimentaire. Et c'est important. Hein. Ça n'est pas que l'agriculture, c'est aussi le modèle derrière des filières industrielles mondialisées
où vous allez avoir certains produits qui vont faire des milliers de kilomètres alors qu'ils pourraient être produits plus localement. Le premier élément, bien évidemment, c'est le changement climatique. Je ne reviendrai pas là-dessus, hein, avec une problématique spécifique autour du carbone, du CH4 qui est donc le méthane et du N2O qui est donc le protoxyde d'azote. J'y reviendrai tout à l'heure. Une des deuxièmes limites planétaires dont on parle peu, c'est ce qu'on appelle la perturbation des cycles biogéochimiques. Et pour faire simple, dans notre domaine, ça va surtout être la perturbation autour du phosphore. On a des vrais problèmes aujourd'hui autour de l'approvisionnement en phosphore, qui est quand même quelque chose de clé dans les systèmes agricoles. L'intégrité de la biosphère via la biodiversité, vous avez tous entendu parler de ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, je pourrais vous donner des exemples si vous le souhaitez après. La modification des écosystèmes, il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande majorité des monogastriques en France, dans des systèmes industriels, consomment du soja OGM. Alors, ce n'est pas le fait de consommer du soja qui pose problème, c'est que ce soja, il est produit en Amérique du Sud et va provoquer un certain nombre d'éléments très négatifs sur la déforestation. L'utilisation de l'eau, alors c'est quelque chose de aussi connu depuis longtemps, mais quelque chose d'assez récent vient d'arriver. Donc on a les problématiques spécifiques des phytosanitaires. Bon, là-dessus, je crois que les choses sont claires, hein, avec des progrès en cours, mais malgré tout, des plans éco-phyto qui ont été mis en place par la profession agricole qui n'ont pas abouti aux objectifs qui étaient attendus. Mais on a de plus en plus des problèmes de disponibilité en eau, de quantité d'eau. Et ça, c'est les 3 ou 4 dernières années, les sécheresses répétées posent aussi des vrais problèmes pour la production agricole. Alors, une question un peu particulière sur les particules. Hein, on entend parler de pollution parfois, hein, de PM2,5, de PM5, de PM10. Eh bien, ces particules sont quant à elles issues souvent, peuvent avoir comme précurseur l'ammoniac. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, on voit bien que là, sur ces 9 limites planétaires, eh bien, notre modèle agricole et agroalimentaire a un impact au travers d'au moins 6 de ces problématiques. Alors, qu'est-ce que pourrait être un système alimentaire durable? Et cette question, elle a été posée à de très nombreux acteurs et j'ai retenu la définition de M. Nicolas Bricasse, qui est lui-même sociologue de l'alimentation à Montpellier, hein, et qui propose plusieurs éléments sur lesquels, comment dirais-je, on ne peut que être d'accord. Après, on pourra toujours discuter. Alors d'abord, une production agroécologique, sans recours aux ressources renouvelables, sans réduction de la biodiversité et sans pollution. Vous remarquerez qu'il n'est pas écrit forcément agriculture biologique. Hein, on est sur un système ouvert de production agricole. Un système économique créateur d'emplois, plus inclusif et plus équitable. Donc là aussi, hein, on est sur des systèmes où on dépasse même le système alimentaire en tant que tel, on va aussi sur la globalité de notre système économique. Des systèmes alimentaires qui entretiennent la cohésion sociale, le respect de la diversité, la dynamique des cultures. Donc là aussi, il faut avoir en tête que le modèle agro-industriel a tendance à homogénéiser les systèmes alimentaires avec une perte sur l'identité et la partie culturelle de ces produits. Et donc, c'est important aussi de revenir sur ces questions. Très important, remettre au cœur la participation citoyenne pour restaurer la confiance relativement au modèle alimentaire. Et bien évidemment, mais ça c'est une évidence, hein, c'est une sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais très important, et c'est vraiment un point aveugle de notre logique aujourd'hui, c'est un accès digne à tous pour une alimentation de qualité. Et je crois que c'est vraiment cette question de la dignité alimentaire, et je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui travaillent sur cette question aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'ils interviennent pour nous expliquer, qu'ils expliquent à tous que la question de l'accès à une alimentation digne, de qualité pour tous, ça fait complètement partie de la durabilité d'un système alimentaire au-delà de l'aide alimentaire. Alors, quelle réponse on apporte aujourd'hui? Eh bien, on apporte un certain nombre de réponses, mais avant ça, je voudrais faire un petit tour de vocabulaire. Alors, ce tour de vocabulaire, il est compliqué parce qu'en fait, tout le monde parle de la même chose, ou alors tout le monde a des définitions différentes pour dire des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, moi, je me suis inspiré de Christian Couturier, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets du Bureau d'études Solagro à Toulouse et qui propose qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de vocabulaires.
En fait, l'autonomie, en tout cas pour moi, c'est la capacité d'un territoire à négocier avec d'autres territoires pour garantir son approvisionnement alimentaire. Donc on est bien d'accord que l'autonomie ne veut pas dire autosuffisance. C'est vraiment la capacité à négocier. Donc l'objectif d'un territoire autonome, ce n'est pas forcément de produire toute son alimentation sur son territoire, mais c'est de mettre en place un réseau d'échanges intelligents avec d'autres territoires pour garantir l'approvisionnement. La souveraineté, c'est encore plus vaste. C'est le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit de définir pour l'ensemble des acteurs les systèmes agricoles et alimentaires. Bon, bref, cette souveraineté, elle est politique. Donc, c'est la capacité des acteurs du territoire à s'emparer de cette question et à prendre des décisions sur cette question. Puis après, vous avez des questions, des thèmes un peu plus techniques, l'autosuffisance, capacité d'un territoire à produire des aliments pour ses habitants. Et beaucoup de gens confondent autonomie et autosuffisance. D'accord ? Il ne faut pas confondre autonomie et autosuffisance. La sécurité alimentaire, c'est encore autre chose. C'est la capacité d'un territoire à garantir l'approvisionnement alimentaire. Et ça passe par les stocks et la logistique. Et on l'a bien vu d'ailleurs sur la crise Covid. La sécurité alimentaire n'a jamais été remise en cause, quel que soit le moment de la crise. On parle aussi de résilience. C'est aussi un terme totalement spécifique. C'est la capacité d'un territoire à absorber un choc et à rebondir. Attention, ça n'est pas forcément pour repartir sur la situation initiale. C'est repartir dans une autre logique. Et enfin, la relocalisation, c'est très clair, c'est simple. C'est réduire les distances pour son approvisionnement. Donc, ces définitions, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Et donc, par rapport à ça, il y a un travail qui a été fait par un bureau d'études, mais ces travaux-là, pour un certain nombre d'entre vous, vous les connaissez. C'est le bureau d'études Utopie qui a calculé l'autonomie au sens autosuffisance alimentaire des agglomérations. Et donc aujourd'hui, quand on fait ce calcul, en gros, on prend ce qu'un territoire est capable de produire et on regarde ce qui ne sort pas de ce territoire, ce qui n'est pas transformé à l'extérieur du territoire pour y revenir. Aujourd'hui, on a simplement 8 aires urbaines qui dépassent le seuil de 5% d'autosuffisance. Okay. Le maximum, c'est 8%, c'est Avignon, par les caractéristiques de maraîchage. La région Grand Est, si on prend toute la région Grand Est, c'est 6% d'autonomie. Et si on regarde l'autonomie de l'aire urbaine de Nancy au sens de l'INSEE, alors qu'est-ce que c'est que l'aire urbaine de Nancy? Ça n'est pas la métropole, c'est en gros 20 à 25 km autour de Nancy. Nous arrivons à une autonomie, donc une autosuffisance de moins de 1%. On comprend bien alors que la question de la relocalisation, elle peut être pertinente quand on en est à ce chiffre-là. Et alors, j'avais demandé à Utopie qu'il fasse un travail un peu plus ouvert, région par région, hein, et on voit que globalement, même si les pourcentages augmentent, le Grand Est n'est toujours qu'à 6%. La Nouvelle-Aquitaine atteint 18% d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire, parce qu'on a beaucoup de filières maraîchères, fruits, viande, lait, mais on ne dépasse pas les 20%. Et alors, si on regarde maintenant à l'échelle départementale, parce que je leur avais demandé de calculer à l'échelle départementale, à l'échelle départementale, nous avons évidemment des chiffres qui se promènent entre 1 et 3%. Donc, pourquoi? Alors ça, c'est un travail qu'on a mené pour Aroma. On l'a fait à l'échelle de la grande région. Ça n'est absolument pas que les productions agricoles n'existent pas. Si on prend le Grand Est, si on prend la grande région, nous avons de la production maraîchère, nous avons de la production fruitière, nous avons de la production laitière, de viande, nous avons à peu près toutes les productions. En fait, c'est que la plupart, et ce n'est pas la plupart, c'est la quasi-totalité des filières n'ont pas du tout été organisées ces 50 dernières années pour répondre à une relocalisation. Les produits alimentaires se déplacent, vont d'une usine vers un site de transformation, vers un site de consommation. Et aujourd'hui, notre filière agroalimentaire globale n'est pas ou que très peu organisée pour répondre à la question de la relocalisation. Donc ça, c'est un vrai challenge, parce qu'aujourd'hui, ces filières, comme l'a dit Rastoin, sont des filières extrêmement efficaces. Je vous propose de faire un arrêt rapide si vous avez des éléments complémentaires d'information, sinon je continue.
Je vous écoute, mesdames qui géraient le chat. Delphine, Sophie, Erika, est-ce qu'il y a des questions qui sont remontées? Oui, excusez-moi, je rouvre mon micro. Oui, il y a eu quelques petites remarques et donc deux questions. Donc une question plus large qu'on va garder peut-être pour la discussion en deuxième partie sur la notion d'équitable, hein, avec le partage de la valeur ajoutée, comment la favoriser. Donc, je vous propose qu'on la garde peut-être pour la suite. Et une question un peu plus technique hein, qui est en relation avec la diapo 5 sur les chiffres, sur les coefficients budgétaires qui ont été donnés. Yves, ce sont des données issues, des données françaises issues de l'INSEE où on voyait que la part des achats alimentaires était en baisse, contrairement au logement. Et la question est de savoir sur les autres versants de la grande région, sur les autres pays, est-ce que ces tendances sont similaires? Est-ce qu'on a des données chiffrées sur les autres pays par rapport à ces coefficients budgétaires? Merci pour cette question. Elle est, comme dit l'autre, particulièrement intéressante et ben, je ne peux pas vous répondre. Voilà, je vais être très clair avec vous. C'est qu'en fait, il faudrait qu'on aille regarder dans la statistique des autres pays, ce que nous n'avons pas fait. Et c'est certainement quelque chose qu'il faut qu'on fasse, de manière à pouvoir être encore plus pertinent sur cette approche. Merci d'avoir posé cette question. Et donc, on va se pencher sur cet aspect-là. Alors après, c'est pas toujours facile de trouver les infos, mais on va regarder et on développera la réponse quand on en aura cherché. Mais j'ai pas une réponse formelle à vous donner. Il y a également une autre question qui vient d'arriver concernant la diapo qui est actuellement affichée à l'écran. Il n'y a pas d'éléments concernant le département des Vosges. Est-ce que tu aurais des compléments d'information? Alors, c'est un oubli, mais je voulais voir si les Vosgiens suivaient. Non, plus sérieusement, l'ensemble des départements du Grand Est, le 67 est à 2,8%, tous les autres sont en dessous. Donc en gros, on est entre 1 et 2% pour la totalité des départements. C'est quelque chose que j'avais en tête. Hein. Effectivement, l'ensemble des départements sont entre 1 et 2% quand on parle d'autonomie alimentaire au sens autosuffisance. Voilà. Donc les Vosges ne se distingueraient pas. Alors par le bas, c'est guère possible de descendre plus bas. Par le haut, sur des pourcentages significatifs. On voit bien que l'autonomie alimentaire est un peu une illusion quelque part. Hein. Il y a un peu ce fantasme-là de pouvoir… Alors, je ne sais pas si c'est une illusion. Alors, on dit bien autonomie au sens autosuffisance. Oui, autosuffisance. Voilà. Pardon. Non, mais c'est important. Hein. Je pense que c'est Parce qu'autonomie, ça peut… D'ailleurs, je rebondis sur la remarque de Damien Vargenot. Effectivement, l'autonomie suppose une négociation avec d'autres régions pour permettre de… Tout à fait. Et c'est ça la population. Et la question d'autonomie au sens négociation permet aussi de montrer une ouverture vers l'autre, parce que la question de l'autonomie ou ce qu'on appellerait le locavorisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est aussi une question qui peut amener à un renfermement des territoires. Alors attention, hein, quand on est à 1% d'autosuffisance, le risque d'être sur un enfermement, et pour l'instant, est assez peu important. Donc après, est-ce qu'il y a un chiffre minimum d'autonomie à avoir ou d'autosuffisance? En tout cas, on peut dire que la Nouvelle-Aquitaine ayant atteint au moins 20%, on pourrait avoir cet objectif-là sans pour autant dire que l'on est, on est un territoire qui se retourne sur lui-même. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ces questions. On pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez. Tu dis que le chiffre idéal en termes de… Non, il n'y a pas de chiffre idéal. J'ai pris le chiffre maximum qu'on se trouve en France. 20%. Voilà, c'est 20%. Okay. Donc, vouloir avoir un objectif de 20%, il ne me semble pas que la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui ait développé une stratégie particulièrement différente des autres territoires. Elle a juste des avantages comparatifs aux autres territoires. Mais la remarque de M. Vergenot est pertinente. Hein. Moi, à titre personnel, il vaut mieux une très bonne négociation avec d'autres territoires capables de faire les choses dans des conditions idéales par rapport à nous, plutôt que d'essayer de faire chez nous si on ne sait pas faire. Par contre, si on sait faire chez nous correctement, faisons-le aussi.
Ok. Je vous propose qu'on avance. Juste dernière question Oui. sur la même thématique. Du coup, une question qui apparaît sur le chat, c'est est-ce qu'il y a eu un calcul global à l'échelle de la France? Alors la France, on est à 50%. Voilà, oui, c'est une excellente remarque, hein. Donc le calcul va vous permettre de vous dire qu'aujourd'hui, en fait, en France, il y a plein de produits alimentaires qui partent, qui reviennent. On exporte beaucoup, on importe beaucoup. Il y a des tas de produits qu'on ne produit pas en France. Donc en fait, quand on parle de 50%, ça veut dire que 50% de la valeur de ce qu'on achète, hein, on est bien en valeur et pas en volume, eh bien 50% à un moment ou un autre est sorti du territoire national ou provient intégralement du territoire, à l'extérieur du territoire national. Voilà, donc en fait, le chiffre maximum, c'est déjà, vous voyez, l'autonomie 100% n'a aucun, enfin, c'est une illusion en tant que telle, une autosuffisance, en sachant qu'à l'échelle nationale, on est à 50%. Alors, je vous propose d'avancer, sinon je vais manger mon temps. Donc, maintenant, je voudrais vous proposer rapidement cette fameuse information à la disposition des consommateurs, des acheteurs, pour les circuits de distribution sans intermédiation. D'accord, oui, ceux qui. Donc, c'est l'analyse critique des méthodologies et des démarches proposées. Alors, avant de commencer, quand même, je vais parler des circuits courts. Mais alors, je ne vais pas en parler beaucoup parce que ça, je vais laisser la parole à Muriel Moinard, qui aura bien plus de légitimité que moi à traiter la question des circuits courts. Je vais quand même vous donner la définition officielle, parce que le circuit court a une définition officielle. Elle a été proposée par le ministère de l'Agriculture en 2009. Donc le circuit court, voilà, c'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Alors, on entend par intermédiaire ce qu'on appelle intermédiaire commercial, d'accord? Alors, pour info, par exemple, dans la filière viande, l'abattoir ne fait pas partie des intermédiaires, hein, parce que c'est une obligation technique de faire passer son animal à l'abattoir. Donc, en gros, on peut faire du circuit court en grande surface. Okay. Si la grande surface achète directement à un producteur, il n'y a qu'un seul intermédiaire commercial. Donc, on peut faire du circuit court au sens strict du terme en grande surface. Alors, là aussi, je ne vais faire aucune provocation, mais je vais indiquer qu'intrinsèquement, dans leur définition, les circuits courts ne portent aucune valeur. Ce que j'appelle valeur, c'est les valeurs du système alimentaire durable dont on a parlé tout à l'heure. Hein, il n'y a pas d'obligation dans le circuit court de porter des valeurs. Et alors là, tout de suite, un certain nombre de gens pourraient dire « Ah oui, mais comme c'est un circuit court, en termes de bilan carbone, il sera forcément meilleur. » Bien, là aussi, on va voir tout à l'heure que le circuit court n'est pas forcément garanti d'un bilan carbone favorable. Donc, en gros, le circuit court, c'est une construction qu'il y a entre le producteur et le consommateur, et c'est la confiance qui va passer entre le producteur et le consommateur qui va compter. Alors, évidemment, parfois, avec des démarches qualité qui leur sont associées, agriculture biologique la plupart du temps, hein. Je ne vais pas revenir sur les AMAP, les magasins de producteurs, Muriel Moinard vous en parlera tout à l'heure. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en circuit court que le circuit court ne porte pas ses valeurs en tant que tel. Et donc, il y a un texte. Alors, deuxième chose, le circuit court, actuellement, je vous en ai parlé, hein, ne concerne que quelques pourcents de la consommation alimentaire. Hein. Donc, il ne faut pas oublier d'interroger les autres circuits. Et alors, je vous propose un article qui a fait beaucoup de bruit, écrit par Nicolas Bricasse, sur le tout local est-il un piège? Je vous ai mis le lien. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans cet article, mais rien que le titre, en gros, répond à la question. Et voilà, en gros, Nicolas Bricasse, dans son article, considère que le localisme à tout prix peut mener à des catastrophes. Alors, maintenant, on va faire un petit jeu. Voilà, parce que quand même, il faut être un petit peu ouvert. Et je vous propose, alors j'espère que vous n'avez pas trop regardé le PowerPoint qui vous a été, enfin le PDF qui vous a été envoyé. Je vais vous soumettre pendant 3 secondes tous les sigles et labels de qualité que vous êtes susceptibles de trouver. Alors il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, ils ont un petit peu une garantie officielle que vous êtes capable de trouver sur votre produit. Et tout l'enjeu, c'est de vous dire, moi, en tant qu'acheteur public, en tant que consommateur ou en tant qu'acheteur privé ou autre, qu'est-ce que je mets
comme valeur matérielle et immatérielle par rapport à toute la définition du système alimentaire durable qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce que vous mettez dans ces différents logos? Alors, on va commencer. Alors, bien évidemment, je ne vous apporterai pas la réponse. Je pourrais vous apporter la réponse lors du débat, mais bien évidemment, j'avance un petit peu quand même sur ces questions à la suite. Voilà. Alors là, vous avez tout ce qu'on appelle les SICO, les signes officiels de la qualité et de l'origine. Ce sont donc des signes officiels français et ou européens, à l'intérieur desquels vous avez en bas à gauche, spécialité traditionnelle garantie, dit STG. Au milieu, vous avez appellation d'origine protégée, AOP. Et à droite, en bas, vous avez l'IGP, l'indication géographique protégée. Je vous laisse me dire quelle est la différence entre ces trois logos. Celui qui a gagné a droit à un bonbon. En haut à droite, le label rouge, et puis les deux en haut à gauche, AB, donc la feuille, c'est le logo européen au milieu, et puis à gauche, c'est le logo français. Je ne vous j'en dis pas plus. Maintenant, je me tais. Le logo AMAP, donc Association pour le maintien pour une agriculture paysanne. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je pense que les gens qui m'écoutent savent tous ce qui se cache derrière une AMAP. Ah, qu'est-ce qui se cache derrière Biocohérence? Qu'est-ce que c'est que ce logo Biocohérence? C'est un logo très important et on en reparlera tout à l'heure. Ah, alors ça, pour ceux qui ont leur petite appli Yuka, le Nutri-Score, que se cache-t-il derrière le Nutri-Score? Ah, une nouveauté qui est sortie il y a moins d'un mois maintenant, l'Eco-Score. Donc aujourd'hui, vous avez des produits sur lesquels vous trouvez plusieurs de ces logos. On continue. Pêche durable, alors eux parlent d'eux-mêmes, c'est écrit dessus. Donc on voit bien que ce sont des logos qui traduisent a priori une pêche durable. Rainforest Alliance, ça c'est la valorisation forestière durable. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors je les ai mis ensemble, les logos Demeter et Nature et Progrès, avec en dessous de Nature et Progrès un truc qui s'appelle SPG. Qu'est-ce que ça veut dire SPG? Ah, celui-là peut être connu par un certain nombre d'entre vous. C'est qui le patron? Donc, c'est aussi intéressant. Ou alors celui-là, je fais le pari que pour l'instant, pas grand monde connaisse cette histoire-là. Agribalise, pas très sexy comme logo. UTZ Certified, on pourra en reparler. Ah, tout à l'heure, on m'a parlé de commerce équitable. Vous voyez, il existe un logo officiel de commerce équitable France. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est une marque privée? Est-ce que c'est une marque publique? Comment ça se passe? Bleu, blanc, cœur? Je ne dirai pas plus loin. Ah, alors, je le fais clignoter celui-là parce que celui-là, vous allez le voir bientôt un peu partout. HVE, haute valeur environnementale, qui fait cligner les yeux actuellement d'un certain nombre. Il y a un débat actuellement sur ces questions, j'y reviendrai. Ah, mais alors c'est nouveau ça. Le bien-être animal, qui lui aussi trouve son petit logo, et le produit certifié là-haut, et puis on termine par le Fairtrade, qui est aussi un logo que vous devez connaître. Donc l'objectif maintenant, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. Alors avant de commencer, je vais aller un peu plus vite. Ah oui, pardon, j'avais oublié celui-là. Le zéro résidu de pesticides qu'on va trouver sur beaucoup de produits, notamment de produits végétaux non transformés. Alors, avant de continuer, j'aimerais qu'on partage ensemble un certain nombre d'éléments. Il y a un très joli travail qui a été mené par notamment Solagro sur l'empreinte carbone du secteur de la filière agroalimentaire. D'accord ? Donc l'empreinte carbone, c'est à la fois tout ce qui relève ce qui est fait en France, mais ce qui est aussi importé. Donc c'est les importations carbone qui sont faites de manière indirecte par exemple les engrais, mais je tiens compte aussi de ce que je vais exporter. Donc c'est le bilan le plus réel de la filière agroalimentaire. Il ne faut donc pas confondre empreinte carbone et émission carbone. J'y reviendrai si ça vous intéresse. Donc l'empreinte carbone aujourd'hui du secteur agroalimentaire, c'est 163 millions de tonnes équivalent CO2. Vous allez me dire, ce n'est pas forcément extrêmement compliqué. Enfin, on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Donc, on y reviendra tout de suite. Alors, à l'intérieur de ça, vous avez du CO2, du CH4, du N2O, on en a déjà parlé tout à l'heure. Puis après, vous avez les HFC, qui sont les gaz fluorés. Alors, ça représente à quoi? Ça veut dire aujourd'hui que la part de notre système alimentaire en France, c'est 24% de l'empreinte totale
du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre assiette, si vous prenez l'agriculture, si vous prenez les industries alimentaires, le transport, etc., la gestion des déchets, c'est un quart de notre gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'aura pas le choix de faire évoluer notre système alimentaire. À l'intérieur de ces 24%, se répartissent les gaz, le CO2 pour 43%, le méthane pour 29%, le N2O pour 29 et 23%. D'accord ? Je ne rentrerai pas dans les détails et je pourrais revenir avec vous là-dessus, sur la part significative du méthane et du N2O sur l'élevage. OK ? Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que quelque part, le carbone, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, va piloter un certain nombre d'actes d'achat par les acheteurs publics ou autres acheteurs. Alors, je vous propose maintenant de vous dérouler rapidement un certain nombre des critères que vous allez trouver, vous, en tant qu'acheteur public, et qui peuvent vous aider à faire ces achats. Mais j'essaierai aussi de prendre un peu de recul sur ces différents critères. On va commencer par le Nutri-Score que tout le monde connaît, a priori. Alors, ce Nutri-Score, il va permettre de classer chaque produit. On va le trouver pratiquement maintenant sur tous les produits et sur chaque application. Donc, il va permettre de comparer des produits d'une famille ou des produits identiques. Alors, ce qu'il faut savoir dans le Nutri-Score, et c'est quand même pas neutre, c'est que le Nutri-Score ne prend en compte que les aspects nutritionnels. Il n'y a donc pas, il n'inclut pas d'autres dimensions comme les additifs ou les pesticides. Donc, c'est quand même très gênant. C'est-à-dire que le Nutri-Score aujourd'hui ne prend pas en compte ces évolutions sociétales autour des additifs et des pesticides. Donc, notez-le, on va l'avoir en tête. Alors, on a quelque chose qui est sorti il y a très peu de temps, qui a fait beaucoup de débats dans la filière, et c'est sorti il y a moins d'un mois. C'est la méthode d'évaluation multicritère dite Agribalise. C'est l'évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires. Pourquoi cette méthode aujourd'hui interroge ? Bien, je vais un tout petit peu, non pas spoiler ma conclusion, mais vous dire qu'en fait, aujourd'hui, Agribalise est utilisée par des acheteurs publics comme un élément d'arbitrage de leur choix. Cette méthode, elle est basée sur l'analyse du cycle de vie. Donc, elle prend en compte la totalité des différentes opérations qui vont arriver sur le produit. Dans cette base de données, vous l'avez en bas, vous avez le site. En fait, tout est public. Vous pouvez calculer vos propres émissions de carbone en fonction de tel ou tel produit. Vous avez 200 produits agricoles qui sont proposés, avec un focus sur l'agriculture biologique, et vous avez 2500 aliments qui sont proposés, qui sont des produits agricoles transformés. Et Agribalise évalue les produits alimentaires à partir de 14 indicateurs. Donc, il n'y a pas que le carbone. Il y a plein d'autres indicateurs, on va le voir très vite. Et donc, ces indicateurs sont ramenés au kilo de produits alimentaires, ce qui est problématique. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Alors voilà les 14 critères. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces critères. Donc, on a le changement climatique, qui est le critère numéro 1 en pondération. Donc, on a un calcul par critère et on a un calcul agrégé qui s'appelle le calcul EF, qui est l'environmental footprint, qui est donc l'empreinte du produit. Et donc, on a les particules fines, la couche d'ozone, je vous laisse lire, l'écotoxicité, etc. Et donc, vous avez un calcul par critère et un calcul agrégé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calcul agrégé est très fortement corrélé au calcul carbone. Pourquoi ? Parce que le calcul carbone, c'est la pondération la plus élevée entre tous les critères. Il représente plus d'un tiers de la pondération finale. Alors, un premier exemple. Alors, c'est moi qui ai fait ces calculs. Donc, je suis allé chercher sur Agribalise. C'est très facile de faire ce calcul. Et donc, vous avez ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, vous avez ma souris, là. Donc, le kilo de CO2 équivalent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, kilo de CO2 équivalent ? Ça veut dire qu'on tient compte des 3 principaux gaz à effet de serre, CO2, CH4 et N2O. D'accord ? Donc, c'est la somme du pouvoir réchauffement global de ces 3 gaz qui est tenue par kilo de produit. Et donc, on a ici les différentes parts impliquées dans la production, dans la filière pour chaque produit. Alors, première chose, et qui est évidente, c'est on va regarder déjà les valeurs générales. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce travail ? C'est qu'on a en gros 3 blocs. On a un premier bloc à gauche qui concerne principalement la viande bovine, avec donc des émissions globales de carbone qui sont de l'ordre de 40 à 50 kg de CO2 par kilo de produit. Ça, c'est le premier bloc. Vous avez un deuxième bloc
qui concerne ici les viandes blanches. Alors, le veau est considéré quasiment comme une viande blanche, hein, parce qu'en fait, l'animal, comment dirais-je, n'est pas encore complètement un ruminant, c'est pour ça qu'il est entre les deux. Je pourrais revenir, hein, sur les détails. Vous avez le lait qui est ici, et vous avez les viandes blanches, porc, poulet. Donc là, on se promène, hors veau, hein, on se promène entre 5 et 10. Et puis après, vous avez les produits végétaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est qu'en fait, pour un certain nombre de productions animales, la question du transport est totalement anecdotique dans le cycle de production. Et là, je ne parle pas du tout en termes de conditions de transport et de bien-être animal, parce que ces éléments-là sont vraiment réglementés, hein. Aujourd'hui, les animaux sont transportés dans des conditions de bien-être animal qui respectent la réglementation française, qui est l'une des plus poussées d'Europe. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, la part du transport, donc la relocalisation de ce type de production, si ça veut être un effet, ça peut être un effet économique, mais ça ne sera pas un effet sur les émissions de carbone. Alors, je vais zoomer un petit peu ici, parce que vous voyez bien qu'on ne voit pas grand-chose, hein. Donc, si je zoome, eh bien, on voit bien qu'ici, l'échelle, elle va de 0 à 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses assez simples, hein, qu'effectivement, les lentilles sont aux alentours de 0,3. Pourquoi? Ce sont des légumineuses. Donc là, on n'a pas d'azote minéral qui a été mis dans le cycle de production. Et donc, c'est elles qui ont les impacts les moindres. Et là, par contre, on voit bien l'impact du transport. D'accord? Pour la tomate, c'est pareil, en fonction de son niveau de transformation. Donc, en fait, pour les fruits et légumes, l'impact du transport est important, mais il faut quand même préciser que c'est important avec des niveaux maximum de 1. Donc attention, hein, là aussi, il faut vraiment bien interpréter les chiffres. J'ai fait aussi autre chose d'important. J'ai été regarder ce qui se passe sur différentes productions. On est uniquement sur la tomate. D'accord? Uniquement sur la tomate. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, hein, mais voyez le niveau de précision d'Agribalise. Hein. Donc, la tomate, eh bien, on peut aller de moins de 0,5, d'accord, à plus de 2,5. C'est la tomate conventionnelle, panier moyen, serre chauffée. Hein, donc, c'est en gros les serres chauffées encore au gaz naturel, voire au fioul, au niveau français. Donc, on voit bien ici qu'on a aussi un vrai travail qui a été fait, qui a été proposé sur les systèmes de production. Et enfin, je terminerai, parce qu'on peut passer des heures et des heures à regarder cette base de données dans tous les sens. Quelque chose qui est très surprenant, et je répondrai à vos questions si vraiment ça vous interpelle, c'est qu'en fait, dans le système Agribalise, les systèmes industriels sont les moins émissifs. Et ça, c'est assez, ça peut être surprenant. Hein. Donc, vous avez ici un porc, moyenne conventionnelle. Alors, pour dire clairement, hein, plus de 95% du système de production porcine en France sont des systèmes industriels. D'accord? Eh bien, vous êtes à 2,5. Et si vous le comparez avec un porc en moyenne biologique, on est à 5. Donc, vous voyez, on a quasiment un coefficient 2 entre les deux. Donc là, en termes de carbone, voilà, c'est une réalité d'Agribalise. Donc, quelques premières conclusions et réflexions sur Agribalise. Donc, un calcul par kilo de produit, intrinsèquement, ça favorise les systèmes industriels. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Si on considère uniquement les gaz à effet de serre pour les produits animaux et en particulier pour la viande, le poste production animale, donc poste agricole, est très supérieur à tous les postes. Et ça, c'est une réalité, il faut l'avoir en tête. Optimiser le poste transport peut avoir un intérêt, mais en tout cas, ce n'est pas autour du carbone que ça va modifier vraiment le bilan. Et après, vous avez un certain nombre de critères, hein, je ne vais pas rentrer. Hein. Viande bovine, ovine supérieure à porc, elle-même supérieure à viande de volaille. Pour les fruits et légumes, les valeurs sont très faibles à faibles, globalement inférieures à 1 kg lorsqu'on est sur des systèmes qui n'utilisent pas de la chaleur fossile. L'impact des postes est très variable en fonction des pratiques et du niveau de transformation. Et là, pour le coup, le transport peut être significatif. Donc, moi, je pense que c'est important de réfléchir à cette approche Agribalise parce que dans cette approche Agribalise, on ne tient compte qu'un certain nombre de critères. Et ça fait hurler, et je l'utilise à dessein. Il y a eu un débat début janvier porté par la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, hein, qui dit que Agribalise est un véritable danger en termes d'information auprès des acheteurs. Pourquoi? Il ne tient pas compte de la biodiversité. Si vous regardez dans les critères, il n'y a rien sur la biodiversité. Il ne tient pas compte du déstockage ou du stockage du carbone dans les sols. Il ne tient pas compte des phytosanitaires.
et il ne tient pas compte du bien-être animal. C'est quand même un vrai manque de cette démarche Agribalise. Et je voulais vous en parler parce qu'aujourd'hui, Agribalise est utilisée en restauration scolaire, enfin dans les marchés publics, elle peut être utilisée. Donc, j'ajoute que les systèmes industriels, et ça peut interroger, de par leur efficacité, sont mieux notés, je pourrais y revenir. L'analyse environnementale, à mon sens, et ça c'est ma position à moi, elle est non réductible à un seul paramètre ou à une combinaison de paramètres imparfaits. Je considère qu'aujourd'hui, Agribalise est imparfait, voire même est trop précoce, n'aurait pas dû être proposé parce qu'il lui manque trop de choses pour pouvoir être aujourd'hui correctement compris par les acheteurs. Et pourquoi je le dis, c'est que la commande publique est en train de s'emparer de cette méthode sans forcément une prise de recul suffisante. Alors, face à ça, vous avez l'éco-score. L'éco-score qui est sorti il y a très peu de temps, qui est en fait Agribalise, plus ou moins du bonus et du malus. Alors là, je vais aller vite. Je vais vraiment aller très, très vite. J'ai mis dans le document des éléments complémentaires. Et donc, face aux critiques d'Agribalise, qui ne tenaient pas en compte suffisamment d'un certain nombre de critères, vous avez l'éco-score qui est sorti et qui va corriger quelques défauts d'Agribalise. Par exemple, donc, le score est sur 100 points. Donc, en gros, vous avez une note Agribalise et à ça, on ajoute un bonus et ensuite, on peut élever un malus. Le bonus, ça peut être de 0 à plus 20 points. On va voir quels sont les bonus. Ça peut être aussi la question du local, plus 15 points, plus 5 points. Vous pouvez perdre des points aussi en fonction d'un certain nombre de choses. Si votre emballage n'est pas recyclable ou si vous n'êtes pas très bon, par exemple, si vous utilisez de l'huile de palme. Donc, pour aller très vite, alors, très important, l'éco-score apparaît sur Yuka fin février 2021. Donc, on va voir. Donc, cet éco-score va être va vraiment impacter les choix. Alors, plus 20 points, vous regarderez. Pourquoi je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous êtes un producteur et vous êtes dans ces 3 démarches de certification Nature et Progrès, Biocohérence et Demeter, vous avez droit à 20 points. En plus, si vous êtes que dans la bio dite modèle classique européen ou français, vous avez droit à 15 points. Si vous êtes dans un groupe 3, HVE, je ne rentrerai pas dans le détail, vous avez droit à 10 points et vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 20 points. Vous comprenez bien que pour comprendre tout ce qui se cache derrière ces cahiers des charges, mais c'est un travail de spécialiste. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'être adhérent à chacune de ces démarches? Donc, l'acheteur public aura vraiment besoin d'être aidé pour qu'on lui explique ce qui se cache derrière. Là, sur l'éco-score, si vous regardez par exemple, si on prend par exemple l'exemple d'un beefsteak haché, voilà, un beefsteak haché, il est mal noté sur le score ACV, il est à 11 sur 100. C'est-à-dire que 11 sur 100, c'est E en termes de notes. Eh bien, le fait d'être label rouge, d'accord, il est label rouge, eh bien, il passe de 11 à 31. Donc, il est passé de E à D. C'est peut-être pas très important, mais ça fait progresser les choses. Donc je n'irai pas plus loin sur l'éco-score. L'éco-score, c'est quelques améliorations par rapport à Agribalise. La prise en compte de certains labels actuellement en France, donc ça corrige un certain nombre de choses. Ça corrige notamment l'agriculture bio. Par contre, pourquoi 20 points? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Là-dessus, on peut vraiment discuter sur la correction qui est proposée. Et il y a des manques très importants dans l'éco-score, avec pas de prise en compte du bien-être animal, pas de prise en compte du stockage carbone. J'en ai presque terminé sur cette deuxième partie et je ferai une pause s'il y a des questions. Donc, vous avez il y a une autre proposition qui est faite et vous allez les trouver. C'est ce qu'on appelle la classification NOVA. La classification NOVA, c'est une classification qui va mettre en évidence le degré de transformation des aliments de 1 à 4. Alors là aussi, je ne rentrerai pas dans le débat. Tout est là, en bas, vous pourrez trouver. Donc, le groupe 1, ce sont des aliments non transformés ou transformés minimalement, jusqu'au groupe 4, des produits alimentaires qui seront ultra transformés. Alors, pour ça, je vous ai pris un exemple. Alors, je ne vous ai pas mis le résultat, je vous ai juste affiché le jambon noir de Bigorre et la viande fraîche noire de Bigorre. Donc, c'est une race, c'est le porc noir de Bigorre. Donc, il est AOP. D'accord, vous imaginez bien que ce petit jambon, quand même, pour quelqu'un qui n'est pas végétarien, c'est un jambon qui a vraiment des qualités organoleptiques
extraordinaires et qui portent un certain nombre de valeurs. Ce sont des animaux qui sont dehors, etc. etc. Bien, voilà le classement de ces jambons lorsqu'on les passe dans les différentes méthodes que je vous ai proposées. En Nutri-Score, ils sont E. En Nova, ils sont 4. Et en EcoScore, ils sont 4. Ils sont D. Ben moi, ça m'interroge aujourd'hui de communiquer de cette façon-là uniquement. Pourquoi? Parce que c'est quand même des produits d'appellation d'origine protégée, donc qui défendent une identité, qui défendent une culture. Le bien-être animal est vraiment respecté, pour peu qu'on accepte de consommer des produits animaux. Ça, c'est encore une autre question. La rémunération du producteur est garantie et on a un développement du territoire. Donc, on voit bien là que ces méthodos à 3 facteurs, elles sont là pour aider l'acheteur, mais elles peuvent être contre-productives si l'acheteur s'appuie uniquement sur ces méthodos pour acheter. Une autre démarche, juste je vais la citer, c'est sur le bien-être animal. Donc cette démarche, elle a été portée au départ par Système U. Et voilà aujourd'hui les différents distributeurs qui se sont emparés de cette démarche. D'accord? Alors vous avez 5 niveaux d'évaluation. Hein. Je pourrais répondre. Alors vous imaginez bien que le niveau E minimal, c'est en dessous du standard. Donc, je pourrais vous donner des développements pour savoir à quoi correspond le niveau E. Hein. Et donc, en fait, cette étiquette, elle aussi, rentre actuellement dans la logique de commercialisation des produits alimentaires. Et enfin, pour terminer avant la pause, la pause technique pour répondre aux questions, vous avez le commerce équitable. Alors, le commerce équitable, bien, ce commerce équitable, il faut savoir que depuis la loi économie sociale et solidaire de 2014, eh bien, le commerce équitable en France a une définition officielle. C'est-à-dire qu'on ne parle plus uniquement du commerce équitable nord-sud, comme on a l'habitude de faire. On est bien là sur un commerce équitable nord-sud, nord-nord. Donc, je ne vais pas reprendre les valeurs du commerce équitable, mais si vous regardez les valeurs du commerce équitable, on est très proche de ce qu'on a dit tout à l'heure sur un système alimentaire durable. Et donc, il y a eu une petite modification en 2019. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot équitable depuis 2019 si vous ne vous référez pas au cahier des charges du commerce équitable. Donc là, il va y avoir un petit souci parce que plein de gens se sont emparés de cette question équitable. Alors, pour info, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez aujourd'hui, il y a un rapport très récent qui est sorti qui permet de développer l'achat durable en restauration collective via le commerce équitable. Donc ça, c'est intéressant. Le petit souci, et ça, je ne rentrerai pas dans les débats aujourd'hui, sauf s'il y a une question technique là-dessus, ben, c'est que ce cahier des charges commerce équitable n'est pas Egalim compatible. C'est-à-dire que c'est une loi française qui oblige aujourd'hui la restauration collective à s'engager dans des achats de produits de qualité, on va le dire comme ça. Hein. Eh bien, quand vous achetez commerce équitable, eh bien, ça n'est pas comptabilisé dans les 50% que la loi vous impose. Voilà. Je vous propose une pause rapide avant d'attaquer rapidement les nouveaux acteurs de ces systèmes alimentaires que sont les GMS et les grands groupes. Oui, oui, tout à fait. Merci Yves, car j'aimerais aussi qu'on laisse le temps suffisant à Muriel. Donc, est-ce que des questions techniques, des éclaircissements sont remontés dans le chat? Oui, alors par rapport au petit exercice que Yves proposait sur les logos, effectivement, donc là déjà en fait ça a laissé beaucoup de personnes dubitatives de par la diversité, enfin le nombre incalculable de logos qui existent, on s'y perd un peu. Il y a des logos qui sont plutôt sur la qualité, sur les zones géographiques, sur qualité nutritionnelle, qualité du produit, vertu environnementale, on s'y perd complètement. Donc c'est voilà, ça c'était une réflexion globale sur les logos. Par contre, il y avait des questions très techniques sur l'impact, notamment sur Agribalise, hein, comme voilà, tu t'en doutais Yves. Des questions très pointues, enfin précises, sur notamment sur les chiffres de production animale. Est-ce qu'elles intègrent la nourriture à l'herbe, le cas échéant? Première question. Alors ça, je vais aller très vite. En fait, on est que sur des chiffres d'émissions. Il n'y a pas prise en compte du stockage. C'est-à-dire qu'il y a dans Agribalise, on ne tient pas en compte le stockage, pour faire simple, le stockage des prairies par exemple, la mise en place de haies, la mise en place d'agroforesterie. On est vraiment sur un calcul d'émissions. Et ça, c'est important à comprendre. Hein. Et c'est une des limites du système. Je l'ai dit, ça ne tient pas en compte du stockage carbone. Quels que soient les puits de stockage, ils ne sont pas pris en compte dans Agribalise.
Voilà, la deuxième question, c'est comment s'explique la différence Agribalis entre le porc en intensif et le porc en bio? Alors ça, c'est très facile, je vais répondre assez vite. En fait, on a ce qu'on appelle l'indice de consommation. On sait qu'aujourd'hui, les animaux en porc industriel ont été sélectionnés génétiquement, mais on a exactement la même chose sur la production de poulet de chair, hein. On a des animaux qui poussent beaucoup plus vite. Je vais prendre un exemple qui va vous parler, hein. Le poulet de chair industriel aujourd'hui, on le produit en 35 jours. À la fin, il fait 1,8 kg. Le poulet de chair label rouge ou bio, il est au minimum en 81 jours. Et à la fin, il fait lui aussi 1,8 kg. Vous comprendrez bien que ces deux modes de production, il y en a un qui va avoir mangé quasiment 2 fois plus que l'autre pour obtenir 1,8 kg. Eh bien, à la sortie, bien évidemment, l'impact ou l'empreinte carbone sera différente entre ces deux produits. Et même si on tient compte, et c'est là le drame, même si on tient compte de la prise en compte du soja qu'a traversé la planète. Ça ne couvrira pas et ça ne comblera pas les écarts parce qu'en fait, ces animaux poulets de chair consomment, eux, du soja. Voilà. Donc, c'est très technique, mais c'est important de l'avoir en tête. Moi, quand j'entends dire « Ah, de toute façon, un poulet bio ou un poulet label rouge en termes d'empreinte carbone, c'est forcément meilleur », moi, je dis qu'il est forcément meilleur sur plein de choses, mais pas là-dessus. Oui, une remarque qui disait que le Nutri-Score ne prend pas en compte les additifs ni les édulcorants. Tout à fait, je l'avais précisé, additifs et pesticides. Et une question très très importante concerne les émissions de ta souris. Tout à fait. Voilà. Les émissions de ma souris, tout à fait. Et globalement, il y a un travail qui a montré qu'aujourd'hui, le numérique, c'est entre 5 et 7%, et ça double tous les 18 mois. Donc, effectivement, il va falloir faire attention. Je vous propose d'avancer et de terminer en 5 minutes maintenant, hein, parce que… Oui, merci Yves. Oui, tout à fait. La pause, je pense qu'on va… Je ne sais pas si on va pouvoir la faire. Vous inquiétez, on va y arriver. Donc, c'est important de voir aussi, maintenant qu'on a fait les indicateurs ces différentes méthodes, eh bien, c'est important de les avoir en tête parce que ce sont ces méthodes-là qui vont servir d'intermédiation vis-à-vis du consommateur et de l'acheteur. Alors peut-être que vous ne vous y retrouvez pas et c'est normal de ne pas s'y retrouver. N'empêche qu'aujourd'hui, ce sont ces critères qui vont servir au consommateur pour driver son acte d'achat. Soit l'acheteur public, soit le consommateur classique, le citoyen classique. Voilà. Donc, alors pour ça, moi je voulais parler de C'est qui le patron, par exemple. Vous connaissez cette démarche. C'est qui le patron? C'est démarche équitable, durable. Alors je ne reviendrai pas sur l'origine, hein. Ça a maintenant 5 ans. Hein. Ça a révolutionné les relations commerciales. Hein. Ils ont été les premiers à proposer aux consommateurs de voir ce qu'ils étaient prêts à payer pour faire remonter de la valeur ajoutée vers le producteur. D'accord? Et donc là, il y a une simulation qui montre qu'entre un produit qui est à 69 centimes et un produit qui est à 99 centimes le litre, eh bien, vous ajoutez un certain nombre de centimes pour pouvoir faire en sorte que le producteur se paye comptablement et du temps libre, vous savez lire, un pâturage, OGM, etc. Et aujourd'hui, eh bien, le lait qui est vendu à 99 centimes, c'est qui le patron? Eh bien, il correspond à toutes ces valeurs. Est-ce que c'est un produit local? Non. Est-ce que c'est un produit durable? La question, moi, me paraît évident, oui. Mais ce n'est évidemment pas une logique durable. Pourquoi? Ce sont des produits qu'on va trouver en grande distribution et qui sont principalement faits aujourd'hui au centre de la France. C'est fait à Orléans, en fait. Hein. Tous ces produits sont transformés à Orléans. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est une association du Grand Est qui s'appelle l'APAL, hein, l'association des productions animales de Lorraine. Alors, il s'appelait Lorraine à l'époque, mais il s'appelle toujours l'APAL, eh bien, qui a décidé d'aller directement voir la grande distribution via ce qu'on appelle un contrat tripartite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat tripartite? Eh bien, ça veut dire qu'on se met autour de la table. C'est une nouvelle forme de relation commerciale et chaque acteur dit ce qu'il veut comme valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, dans un contrat tripartite, on n'est plus du tout dans la même logique de pression de la grande distribution sur le producteur. Alors, je n'ai pas dit que la grande distribution était devenue vertueuse en l'espace d'une nuit. Je dis juste qu'il existe aujourd'hui des démarches qui montrent complètement leur efficacité. Et donc là, c'est Lidl, pour le citer, parce qu'il fallait bien en citer un, Lidl qui aujourd'hui achète des viandes bovines avec une logique de partage de la valeur ajoutée et d'une transparence entre les acteurs. On a aussi des cahiers des charges qui évoluent de la part des grands groupes. Alors, je ne vais pas vous dire quels sont les grands groupes, vous allez les reconnaître. Hein. Le premier,
bah, c'est Lactel qui a lancé son truc sans OGM avec 200 jours de pâturage. Donc, on voit bien, c'est la prise en compte de conditions sociétales. En réaction à ça, bah, vous avez son concurrent qui a proposé, alors lui, sans OGM, mais 150 jours de pâturage, d'accord? Oui, mais alors lui, il garantit le bien-être animal, et puis il garantit une meilleure rémunération des éleveurs. Donc, à gauche, Lactalis, au milieu, Sodial, et à droite, eh bien, une marque de distributeur, Auchan, qui propose une juste rémunération des producteurs, avec un prix garanti qui intéresserait tous les producteurs laitiers, bien-être animal, sans OGM, pâturage et respect de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que la grande distribution, de manière directe ou indirecte, se lance aussi dans ces démarches. La restauration hors foyer est déjà engagée dans le processus. Je suis désolé, voilà un petit peu ce que j'ai retrouvé, ça date, c'est très, très récent, janvier 2021. Voilà un petit peu ce qui est communiqué aujourd'hui dans la restauration hors domicile quand vous achetez. Ce sont les EcoScore et le Nutri-Score qui est déjà utilisé par certains opérateurs. Donc, vous imaginez bien que là, bon, il n'y a que des A qui sont affichés, mais que deviendrait mon port du Bigorre dans une restauration telle qu'elle est proposée aujourd'hui? Et alors, une dernière partie, je vais aller vite, ça mériterait qu'on en parle vraiment longtemps, c'est l'accès à tous à une alimentation de qualité de façon digne et durable. N'oublions pas aujourd'hui qu'on a 8 millions de Français qui ont besoin d'aide alimentaire pour vivre. On parle bien d'aide alimentaire. On est à 8 millions. Hein. C'est vraiment le point aveugle de notre stratégie alimentaire. On fait de l'aide alimentaire, mais est-ce qu'on permet à chacun d'accéder à une alimentation digne et durable? Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques. Hein. En gros, nous avons un droit de la propriété privée en France. Est-ce qu'on a un droit de l'alimentation? Non. Alors, je pourrais laisser la parole et quelqu'un pourra témoigner sur ces questions. Et donc, la dignité dans les assiettes, c'est vraiment un accès par la qualité, la durabilité, l'humanité dans l'accès, une qualité sociétale, une meilleure santé. Et donc, très important, l'aide alimentaire distributive ne suffit plus à lutter contre l'insécurité alimentaire. Il faut aller sur d'autres stratégies. Alors, pour conclure, j'ai 3 diapos de conclusion. Pourquoi il faut être optimiste? En mai 2020, l'Europe a produit ce qu'on appelle son Green Deal. Rien que le titre en lui-même est très intéressant. Pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Pour la première fois, l'Europe affiche une volonté d'équitable. Et si on décline un petit peu ce qui est écrit dans le Green Deal, vous avez 5 piliers, vous savez lire, je vais simplement en détailler 2. Celui de gauche, garantir que les Européens bénéficient d'une alimentation durable et abordable. Donc, on a actuellement une volonté par l'Europe de promouvoir une alimentation durable. Alors, il faudra définir ce que c'est qu'une alimentation durable, évidemment, hein, et abordable. Et si je prends le 3e pilier, 4e pilier, pardon, c'est l'affichage pour la première fois d'une rémunération économique équitable dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que l'Europe affiche qu'il faut un partage de la valeur ajoutée équitable dans la chaîne alimentaire. Alors bien évidemment, cette politique date de mai 2020, le Covid est passé par là, il faudra voir un peu ce que ça donne dans les politiques publiques à venir. Et donc bien évidemment, tout ça a été affiché au niveau de l'Europe, mais il faudra tenir compte de la fameuse SNBC, je ne rentrerai pas dans le détail, je suis en retard, si ça vous intéresse, la SNBC. Donc, maintenant, je ne rentrerai pas dans ce dossier, on a de nombreux obstacles à la transition vers un système alimentaire plus durable. On a des obstacles à la fois d'habitudes alimentaires, de rapports de force, de cloisonnement, de contexte idéologique, de représentation de la question alimentaire, d'interdépendance, qui fait qu'aujourd'hui, la question de la transition vers un système alimentaire durable est une question complexe et il ne suffira pas de s'adresser uniquement au circuit court pour avoir réglé la question. Pour conclure, on a un système alimentaire durable, on a une définition partagée, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est lorsqu'on n'est pas dans un système direct, donc lorsqu'il y a de multiples acteurs et une intermédiation nécessaire, eh bien, il y a peu ou pas de méthodes disponibles pour les acheteurs qui couvrent l'ensemble des critères ou des éléments qui nous semblent importants. Donc, ça devient compliqué pour un acheteur d'avoir un achat éclairé. On a encore une approche en silo, avec une information numérique, mais qui ne réduit vraiment pas la vision globale de la thématique, mais qui réduit, pardon, la vision de la... On a encore des thématiques qui n'ont pas été abordées. Cependant, moi, je pense qu'on n'a pas le choix
que d'aller vers ces méthodes, de manière à garantir l'échange entre les producteurs et les acheteurs, de manière à ce que les acheteurs soient éclairés. Mais aujourd'hui, ces méthodes ne sont pas stabilisées. Et bien évidemment, ça ne règle pas fondamentalement les causes intrinsèques qui ont produit le système actuel, mais ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Et enfin, j'insiste pour dire que le local, c'est devenu un moyen de répondre à une demande citoyenne de durabilité, hein, et c'est très important. Mais attention, pas n'importe quel et pas tous les critères de durabilité, ça ne réduit pas forcément les impacts environnementaux. L'implication des acteurs de la restauration hors domicile et des grands groupes, question, est-ce que c'est un ajustement à la marge? Alors, on a créé un nouveau mot qui s'appelle le fair washing, en gros, du commerce équitable repeint, ou du greenwashing, ou c'est un changement fondamental actuel des relations commerciales entre les acteurs. Quelle traduction dans les marchés publics? Alors ça, on ne va pas en parler parce que ça fera l'objet du prochain webinaire. J'insiste pour dire que la commande publique est un levier fondamental pour accéder à la justice sociale. Un point quasi aveugle, la dignité alimentaire. Et je n'en traiterai pas là. Vous avez aujourd'hui sur la table des scénarios de transition alimentaire pour 2050. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en reparler. C'est le scénario After 2050 ou TIFA, qui sont des scénarios qui repensent nos modèles alimentaires et de production agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves. Effectivement, on a pris plus de temps que prévu. Je propose que Muriel enchaîne et que les questions, puisque Muriel apportera un éclairage, un témoignage pratique par rapport à ces éléments d'analyse. Donc, je vous propose qu'on prenne toutes les questions ensuite pour permettre à Muriel d'exposer son témoignage. À vous, Muriel. Oui. Donc, Muriel Moinard, agricultrice, éleveuse, j'élève mes brebis et mes agneaux et j'interviens, enfin, on m'a demandé aujourd'hui d'intervenir en tant que présidente de Saveurs Paysannes. Saveurs Paysannes qui est une association départementale sur le département de la Meurthe-et-Moselle et qui regroupe 80 agriculteurs qui produisent, transforment et valorisent leur production en vente directe en circuit court. Donc, toute production confondue. Le département de la Meurthe-et-Moselle, comme on le voyait tout à l'heure dans la présentation de la région Grand Est, toutes les productions y figurent. Donc, les céréales qui permettent de faire pain, farine, etc. Les différents élevages de bovins, ovins, porcins, volailles, les apiculteurs, les fruits et légumes, les maraîchers, le fromage, etc., etc. Vous vouliez poser des questions particulières ou Non, Muriel, expliquez comment justement tous ces produits que vous avez évoqués, qu'est-ce que ça implique pour les producteurs de travailler avec tel ou tel réseau, les avantages, les contraintes. D'accord. Oui. Ok, en fait, les producteurs aujourd'hui qui vendent en direct, ils vendent selon différents moyens de commercialisation, en fonction de leur capacité de production, en fonction des choix aussi et des relations qu'ils ont envie d'avoir avec le consommateur. Donc, il y a des stratégies de vente directement à la ferme, sur des marchés, ou alors dans des structures plus collectives comme des magasins de producteurs, des structures collectives qui permettent aussi d'aborder la restauration collective, comme par exemple les fermiers lorrains ou paysans bio lorrains qui se situent sur le département et sur la région Lorraine. Et puis également l'accès à la grande distribution. Certains agriculteurs font le choix de livrer directement aussi en grande distribution. L'intérêt de ces organisations, donc qu'elles soient qu'il y ait des démarches individuelles ou collectives en fait des producteurs pour vendre sur ces différents marchés. Les démarches collectives vont permettre de mutualiser les moyens, donc que ce soit les moyens de logistique ou les moyens de démarche commerciale ou les moyens d'investissement dans des structures comme des magasins par exemple. Le collectif permet de mutualiser et de réduire les coûts. Donc, le choix qui est fait par les agriculteurs de vendre sur les différents circuits de distribution va dépendre de leur capacité de production,
En fait, en fonction des volumes qu'ils sont capables de produire, et ben, pour pouvoir fournir la grande distribution, il faut déjà avoir des volumes de production suffisants pour pouvoir fournir toute l'année. Ça va dépendre également de leur organisation, du temps, de la logistique. Certains producteurs vont préférer déposer leur production dans un magasin de producteurs et puis économiser du coup le temps de présence pour la partie commerciale. Voilà. Ça dépend aussi de leur capacité à répondre aux différents cahiers des charges pour pouvoir accéder à la restauration collective ou à la grande distribution. Il faut parfois avoir des normes supplémentaires, normes européennes pour accéder à des cuisines collectives. Il faut aussi être capable de répondre à des marchés publics quand on va sur la restauration collective. Et donc là, c'est aussi des capacités administratives sur lesquelles les fermes ne peuvent pas forcément investir. Tous ces choix sont aussi, enfin le choix au départ des agriculteurs de faire de la vente directe, c'est pour pouvoir maîtriser son produit, maîtriser la transformation, maîtriser la qualité du produit jusqu'au produit final, jusqu'au consommateur, et pouvoir maîtriser son prix. C'est un des critères qui peut souvent engendrer ce choix. Qu'en est-il en réalité, en fait? Est-ce que le producteur aujourd'hui maîtrise vraiment son prix? On parlait tout à l'heure de commerce équitable et on se dit, en circuit court, le producteur vend directement au consommateur. Alors forcément, c'est du commerce équitable. La réponse n'est pas forcément aussi évidente, en fait, parce que le producteur a l'impression de maîtriser son prix, mais le producteur est quand même obligé de se tenir dans un prix de marché. Proposer au client aujourd'hui un produit qui serait 2 fois plus cher que ce qui est proposé ailleurs, le consommateur ne le comprendrait pas forcément. Il est prêt à accepter une plus-value pour pouvoir mieux rémunérer le producteur, mais sans être conscient que la plus-value réelle qu'il faudrait mettre sur le produit, si on voulait vraiment couvrir les heures que passent les producteurs pour la transformation, serait beaucoup plus importante. Il faudrait multiplier le prix par 2 ou par 3. Et cette augmentation serait encore plus forte si demain il n'y avait plus les aides de la PAC. En fait, l'Europe, à chaque rediscussion et renégociation des aides de la PAC, souhaite diminuer les aides mises à l'agriculture. Mais en fait, ces aides permettent quand même de maintenir un prix de l'alimentation qui puisse être accessible à tous. Si vraiment on supprimait ces aides, les prix de l'alimentation, le prix d'un jambon, d'une tranche de gigot ou d'une côte de porc serait multiplié. Et est-ce que le consommateur final serait prêt à mettre le prix? Quand on voit que le pourcentage de son budget en fait a diminué pour descendre à 13% aujourd'hui par rapport à ce qu'il était dans les années 60, la question se pose. La question se pose et peut s'illustrer par exemple par ce qui se passe en restauration collective où le conseil départemental sur le département de la Meurthe-et-Moselle soutient à une vraie politique de soutien de l'agriculture locale pour les collèges où il y a une compensation financière en fait qui est donnée aux collèges du département qui s'approvisionnent en local, ce qui permet d'avoir une vraie dynamique et un vrai développement des produits locaux pour l'approvisionnement des collèges. Un contre-exemple, c'est l'approvisionnement des lycées où la région Grand Est a enlevé cette dynamique et du coup, du jour au lendemain, les approvisionnements locaux se sont effondrés. Donc, oui, on veut du local, mais à quel prix, enfin, jusqu'à quel prix est-on prêt à mettre pour payer ce local? Et oui, on veut du commerce équitable, mais finalement, le consommateur lui-même, par son choix de ne pas vouloir mettre trop cher sur les productions, engendre finalement que même le circuit court n'est pas forcément du commerce équitable. Muriel, j'en profite pour te couper. J'aimerais que je tutoie Muriel, hein, et je l'ai eu comme étudiante à l'ENSAIA il y a un certain nombre d'années, donc je ne me vois pas, vous voyez Muriel. J'aimerais que tu reviennes quand même un petit peu sur un point qui est important. Tu nous as parlé de rémunération. Qu'est-ce que tu entends? Quelle est la productivité horaire aujourd'hui? Un exploitant qui produit, qui vend, enfin qui transforme et qui vend, il travaille combien d'heures par semaine aujourd'hui?
C'est là où on n'ose pas dire tous les chiffres, mais parce qu'un producteur aujourd'hui un agriculteur qui fait le choix de la vente directe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des fois pour pouvoir, enfin c'est un des choix, mais c'est finalement, vu le taux de rémunération, c'est plus par amour de son métier et pour satisfaire le consommateur que le choix est fait. Parce que quand on tient compte uniquement du salaire finalement des agriculteurs, en fait, une des erreurs des agriculteurs est de voir à la fin du mois le salaire qu'il va pouvoir se tirer de son travail. Donc, effectivement, la rémunération est un peu plus élevée à la fin du mois que quand on vend en filière longue. Mais en même temps, le temps de travail a été doublé, en fait. Voilà, le circuit court est très chronophage pour la transformation de nos produits, pour la vente, pour la logistique, parce qu'on aime vendre nos produits dont on est fier. Et donc, on va prendre un certain temps pour discuter et échanger avec le client et le consommateur. Et cet échange se fait dans les deux sens. Ça permet à la fois aux producteurs d'avoir la satisfaction de pouvoir échanger avec le consommateur et d'avoir la satisfaction du retour du consommateur qui est content de cette qualité de produit. Et c'est aussi un échange inverse où le consommateur partage avec le producteur ce qu'il attend du produit, ses envies, ses besoins, et ça permet aussi du coup à l'agriculture d'évoluer. Pourquoi la plupart des producteurs qui sont en circuit court sont en agriculture bio? Parce qu'il y a une demande du consommateur là-dessus, et le fait d'être en contact directement avec le consommateur et de voir son produit jusqu'au final, jusqu'à être prêt à être cuisiné, ça influe directement sur les pratiques des agriculteurs qui font de la vente directe. Donc pour eux, on entend la passion, on entend tout ça, la reconnaissance, mais tu m'as toujours pas donné de chiffres. On n'a toujours pas donné de chiffres, ouais, parce qu'en fait, quand on ramène voilà, un producteur qui fait de la vente directe, fait largement plus de 70 heures par semaine en principe, en général, et quand on ramène ça au salaire que l'on peut se tirer en fait à la fin du mois, on est en dessous du SMIC, quoi. Alors, est-ce qu'on peut travailler 70 heures par semaine jusqu'à la fin de sa carrière? Désolé, hein, mais on est là aussi pour la réalité des choses. Oui, oui, oui. C'est là où ces systèmes sont le circuit court par sa rémunération aujourd'hui et par son temps de travail et par la fatigue qu'il engendre, parce que ce sont des métiers qui sont très physiques, ne sont pas forcément durables. J'ose le dire, ouais, les circuits courts ne sont pas forcément durables dans le temps de travail. Et la plupart des collègues, donc je parle en tant que présidente de Saveurs Paysannes et de 80 producteurs qui sont sur le département, la plupart des collègues fatiguent et tombent les uns derrière les autres parce qu'ils sont trop fatigués, quoi. Mais il y a la reconnaissance et l'amour du travail. Ouais, voilà, c'est ce qui compense le salaire. Et c'est vrai que, bon, déjà être agriculteur, enfin déjà au départ, l'agriculture, ce sont souvent des métiers passion parce que c'est des métiers où on n'a jamais compté ses heures, où le temps de travail est disproportionné par rapport aux rémunérations. Et en plus, quand il y a la satisfaction du produit amené jusqu'au consommateur et notre salaire, en fait, c'est quand un client nous dit votre gigot était super bon, on a fait un super repas de famille. Je poserai une dernière question sur sur votre entrée en restauration collective. Est-ce que ce n'est pas un marché spécifique, malgré tout, pour répondre à ces exigences de régularité, de volume? Comment vous faites pour répondre, vous, alors Saveurs Paysannes ou autres structures, pour répondre à ces marchés publics qui sont quand même très exigeants, qui en plus ne tournent pas 365 jours par an? Donc c'est quand même un marché très spécifique, cette restauration publique. Oui, oui. Oui. Donc effectivement, pour pouvoir répondre à la restauration collective, bon, il y a plusieurs types de marchés, hein. Toutes les restaurations collectives ne fonctionnent pas en marché public avec un appel d'offres, etc. Donc il y a des marchés qui se font directement d'agriculteurs au collège, par exemple, si on parle d'un collège, auquel cas l'agriculteur n'a pas besoin de répondre aux appels d'offres qui sont très spécifiques et pour lesquels il faut des compétences
compétences encore supplémentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être la capacité de volume. Est-ce qu'un producteur est capable de fournir à lui tout seul un collège une fois, 2 fois et toute l'année? Certains sont capables de le faire, d'autres vont se regrouper en structure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Paysans Bio Lorrain et avec les fermiers lorrains, ce qui va permettre par la mutualisation des différentes productions de pouvoir couvrir toute l'année les volumes demandés. Il y a une problématique pour les légumes de saisonnalité, pour la viande d'équilibre matière, où il faut pouvoir valoriser tous les morceaux de viande sur une carcasse de bœuf, de porc ou d'agneau. Et la plupart des producteurs en fait fournissent la restauration collective, mais parallèlement à d'autres marchés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la diversité des débouchés. La diversité des débouchés va permettre d'équilibrer les ventes. Quand le collège va ne commander spécifiquement que du bourguignon, et ben, le producteur va pouvoir vendre les pièces à griller sur ses marchés, à la ferme ou dans les magasins collectifs sur d'autres débouchés. Et puis, il y a aussi la question, enfin, on en revient aussi toujours au prix parce que c'est quand même un métier. Donc, il faut quand même qu'on puisse continuer à en vivre pour que ça puisse durer. Et donc, il faut aussi que les producteurs trouvent un prix convenable lorsqu'ils passent à un marché avec la restauration collective, comme avec d'autres circuits d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plus marqué sur la restauration collective parce que les moyens sont souvent tirés vers le bas. Voilà, les moyens donnés au collège, au lycée, on veut que ce soit accessible au maximum pour tous, et donc on va tirer les prix vers le bas. Et à chaque fois qu'on tire les prix vers le bas, sous prétexte de vouloir fournir une viande de qualité accessible pour tous, et ben c'est le producteur qui trinque. Corinne, tu n'as pas mis ton micro. Merci. Merci Muriel. Oui, du coup, je m'interroge par rapport à ce que vous dites sur le fait qu'effectivement, c'est un métier passion, que la rémunération qui est accordée, que la reconnaissance quand on travaille en cours en direct avec les consommateurs, la reconnaissance est fondamentale. Et du coup, moi, je m'interroge sur où va l'aide publique dans l'agriculture et l'alimentation aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment à l'accélération de la transition, comment on dit, la transition agroécologique? Est-ce que ça doit aller à la multiplication des initiatives territoriales citoyennes? Est-ce que ça doit aller dans des, comment dirais-je, dans le système industrialisé, puisque comme le disait Yves, c'est lui qui, en termes de durabilité, finalement, impacte considérablement les ressources naturelles, quelles qu'elles soient. Voilà, donc moi, c'est une question, c'est une question un peu large. C'est peut-être la transition à la dernière partie de notre webinaire, mais peut-être on peut faire remonter les questions. Si Muriel, vous n'avez pas d'autres, si vous avez terminé votre propos. Oui, juste pour répondre aux questions que vous posez, donc effectivement, le circuit court représente moins de 10% de la consommation, donc c'est pas représentatif de l'ensemble, c'est loin d'être représentatif de l'ensemble de la consommation. Malgré ça, le circuit court, la demande du consommateur aujourd'hui pour le circuit court est croissante. Tous les ans, ça augmente petit à petit. Et la crise du Covid a été une petite catalyse aussi pour booster cette augmentation. Malgré ça, ça reste à des niveaux minimes. Mais le circuit court donc permet quand même une dynamisation réelle des territoires, un vrai lien social. C'est ce sur quoi j'insistais, par le témoignage des agriculteurs qui vivent de ces métiers passion, ça montre justement l'importance du lien social, une économie locale, non délocalisable et qui crée de l'emploi. Donc, tous ces critères sont quand même très importants à prendre en compte dans le développement du circuit court. En fait, c'est une autre agriculture qui a tous ces avantages. En fait. Et puis peut-être aussi d'information et de sensibilisation du consommateur. Ça peut être aussi des valeurs pédagogiques, je veux dire aussi.
sur le Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'échange qu'il y a entre l'agriculteur et le consommateur, ça va dans les deux sens en fait. C'est aujourd'hui, ça permet aux consommateurs de mieux comprendre les problématiques de l'agriculture et inversement, ça permet aussi à l'agriculteur de se rendre compte de ce que veut le consommateur. Bon, le problème, c'est que les attentes du consommateur sont parfois contradictoires. On veut à la fois meilleur et du pas bien cher. se nourrir. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je voudrais juste apporter une remarque à Damien Vargenot qui nous dit une logique plus qualitative incluant le travail humain. Alors, il faut savoir qu'il y a eu de très nombreux travaux et de propositions. Alors, c'est un peu technique pour réorienter la politique agricole commune non plus à la surface, mais au travail, donc à l'unité de travail humain, ce qu'on appelle l'UTH. Eh bien, ça n'a pas du tout été suivi parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ne voient aucun intérêt à mieux rémunérer le travail. Et donc, c'est une vraie question clé. La PAC a forcément un rôle à jouer dans la réorientation. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis un peu enthousiasmé sur le Green Deal européen. Encore faut-il que les politiques publiques européennes soient en ligne avec ce Green Deal, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, moi j'en ai terminé. Delphine, Erika, Sophie, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Et on prendra après peut-être les questions à l'oral. Oui, parce que je pense qu'on a abordé en fait les questions qui ont été posées, des remarques évidemment sur le temps de travail, mais effectivement sur les différents métiers que le producteur doit il est agriculteur, mais communicant, commerçant, comptable. En fait, voilà, il y a beaucoup de casquettes que doit porter le producteur. Des réactions effectivement sur les fonds publics pour aider. Alors, il y a certainement, on a parlé, enfin, Muriel a parlé des aides que les collectivités peuvent octroyer sur les achats de denrées de proximité, des aides à l'investissement, mais au-delà de ça, effectivement, l'aide publique sur la structuration, ça peut être important aussi sur la structuration, on va dire sur la mutualisation de la demande et sur la structuration de l'offre. Ça, c'est important, c'est le travail qu'on mène tous les jours dans le projet Aroma et dans les autres projets. Voilà, il n'y a pas eu d'autres remarques que ça, je pense pas. Enfin, ça a été évoqué, Yves en a fait référence. Voilà, donc. Ok. Voilà pour le chat. Merci Sophie. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une ou deux dernières questions? Il nous reste 10 minutes. Là, si quelqu'un veut s'exprimer, il peut mettre son micro. Je voulais, Bernard Lahur, Écotransfert, je voulais revenir sur la notion du temps de travail. On parle de mettre en place des circuits courts durables, surtout pour alimenter la restauration hors foyer. Ma langue a fourché, mais ça rejoint un peu les deux, la restauration hors foyer. Et je voudrais qu'on soit vraiment attentif sur le temps de travail et la pérennité, comme le rappelait l'exploitante. Il faut être assez attentif à ça, parce qu'on est toujours plein de bonnes idées en tant que technicien et autres, mais bien rester sur la logique de terrain où pour l'instant les circuits courts sont pour les agriculteurs hyper chronophages et quid de la durabilité de ça. Donc je crois que c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte. On prend en compte la biodiversité, le développement durable, tous ces éléments-là, mais c'est un point humain que de temps en temps on a tendance un petit peu à oublier, tellement partie de notre volonté de mettre en place des choses localement. Donc voilà. Merci Bernard Lahur. Pensez à mettre un casque parce que sinon nos interprètes vont avoir du mal à traduire ce qui vient d'être dit. J'espère qu'ils ont quand même pu entendre. Et donc pensez à mettre un casque. Quelqu'un veut réagir à la remarque de Bernard Lahur? Non, pas de remarques. Est-ce que quelqu'un veut... Est-ce que ce qui a été évoqué suscite d'autres questions? Moi, du coup, je voulais préciser par rapport aux aides aux investissements dans le département de la Moselle, aux aides aux investissements pour les filières de proximité.
le département de la Moselle a déjà depuis plusieurs années mis en place, alors c'est un plan de soutien aux investissements, on n'est pas sur la même démarche que le département de la Moselle, Meurthe-et-Moselle qui, elle, soutient les achats de proximité. Nous, on est plutôt du volet aide aux investissements pour les exploitants agricoles, avec des taux d'accompagnement qui varient et qui sont majorés dès lors que c'est un approvisionnement qui est majoritaire vers la restauration hors domicile. Voilà. Et ces aides ont été notamment renforcées l'année dernière dans le cadre du plan de relance qu'a mené le département de la Moselle. Voilà. Ok, merci pour cette information, Delphine, sur le rôle d'une collectivité territoriale. Éric Lavillunière, oui. Oui, j'ai eu un petit échange dans le chat privé avec Yves, donc il m'a invité à en faire profiter l'ensemble du public. On est passé assez vite en fait sur le menu finalement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'offre, de la restauration, de sa caractérisation, des modes de production, des labels, etc. Mais un des moyens d'agir aussi, c'est de changer le menu. Et je pense particulièrement à la part des protéines carnées dans la portion alimentaire quotidienne. C'est des choses sur lesquelles on peut jouer qui peuvent permettre d'aller vers ce qu'on a entendu tout le long de cette conférence, à savoir comment on relocalise, on revitalise les territoires, on assure la biodiversité, etc. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça aussi, la question du menu est fondamentale parce qu'évidemment, tant qu'on est sur un menu hors sol, eh ben, la réponse, ça va être hors sol aussi, évidemment. Donc, je crois que c'est un élément important. Mais bon, c'était déjà tellement riche que je comprends qu'ils n'aient pas insisté sur ça. Mais puisque j'avais ces 3 minutes. Alors, merci Eric. Je peux très rapidement préciser, et c'est la fin de ma présentation, le scénario After 2050. Je vous conseille tous la lecture de ce scénario, qui est un scénario extrêmement riche et qui part d'un principe d'une inversion des protéines végétales et des protéines animales. Alors attention, ce n'est pas du tout un scénario végétarien, ça n'a pas du tout cette ambition, ça conserve les produits animaux à valeur ajoutée qui valorisent le territoire, la prairie, etc. Et en fait, on passe de 2/3 de protéines animales actuellement à 2/3 de protéines végétales. Eh bien, rien que cette modification, attention qui n'est pas une modification à la marge par rapport au système des filières actuelles en France, il va falloir aider les filières à aller vers cette transition. Eh bien, cette modification-là permet, et je ne vais pas rentrer dans les détails, de diviser par 2 l'empreinte carbone des filières, des filières animales. Donc, c'est très important, cette logique. Alors, c'est un dispositif qui est pour 2050, donc on est bien sur des transitions longues. Donc, c'est important de ne pas vouloir aujourd'hui, ne faisons pas d'anachronisme. Les filières qu'on a aujourd'hui, elles sont telles qu'on les a voulues. Alors, on peut toujours discuter, mais en tout cas, il faut qu'on les change et qu'on les modifie, et on a une génération pour le faire. Ok, merci Yves. Peut-être une dernière question très rapide. Oui, juste, il y a eu une remarque sur le chat. En fait, une information de Sophie Hege qui a donné les coordonnées dans le chat du collectif qui est sur Pays Terre de Lorraine, qui travaille sur le sujet de la dignité dans les assiettes. Donc, vous l'avez dans le chat. Et puis, une question Damien Bargenot qui souhaitait qu'on revienne sur le partage de la valeur ajoutée. Donc, est-ce que c'est une affaire de producteurs, de grande distribution ou de la puissance publique? Alors, je veux bien répondre en 1 minute et après j'ai vu que M. Faucheur avait une réaction. Très rapidement, il y avait la loi Egalim. Donc la loi Egalim qui a été votée il y a maintenant 2 ans posait comme principe un retournement des relations commerciales, c'est-à-dire qu'on devait s'appuyer sur le coût de production des paysans et faire remonter ces coûts de production vers l'aval. La loi Egalim aujourd'hui est complètement plantée dans le sable. Les négociations commerciales ne tiennent à peu près pas compte des coûts de production. Donc aujourd'hui, ce réarbitrage de la valeur ajoutée correctement réalisé se fait, mais dans des contrats tripartites tels que je les ai décrits là. Ce n'est donc pas des approches systémiques des relations commerciales. Ça va se retrouver autour de C'est qui le patron et autres démarches, mais ce ne sont pas des démarches généralisées. Okay. Monsieur Faucheur, vous aviez une remarque et une question. Je vous ai vu lever la main. Oui, merci de me donner la parole.
Déjà, un grand merci pour l'intervention d'Yves et puis de Muriel. Je trouve que ça nous éclaire bien. Donc, Yves, une suggestion, c'est de faire un travail peut-être avec des étudiants sur les labels pour s'y retrouver, parce qu'on voit que les labels nous embrouillent et ça serait quand même bien d'avoir un outil pour aider les acheteurs. J'ai entendu Muriel parler de métier passion, donc c'est vraiment chouette et c'est vrai que nous, à Terre de Liens, on croise beaucoup de paysans et on a vraiment des paysans passionnés. Et je pense que c'est aux citoyens d'une part et aux collectivités d'accompagner ce changement. On a la loi PAC, on a les élections régionales, on a des initiatives par département. Je pense on est dans une période, on a eu la Covid qui nous a aidé à prendre conscience de beaucoup de choses et je pense qu'on est aux portes du changement et c'est nous tous ensemble qu'on peut y arriver. Et encore un grand merci. Eh bien, merci pour ce mot très positif. On va y arriver, la tâche est longue. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre intérêt. Merci, un grand merci à nos intervenants, à Muriel Moinard et à Yves Leroux. Et merci à mes collègues qui ont géré le chat. Je vous propose qu'on se retrouve le 29 mars de 14h à 16h pour le prochain webinaire « Comment mieux acheter responsable en respectant les marchés publics ». Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir.